7h38, un homme est très attendu aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. On en a parlé tout à l'heure. Cet homme, c'est Vladimir Poutine, bien sûr. Monsieur Poutine qui doit aussi rencontrer son homologue américain, Barack Obama, dans l'après-midi. Ça fait 10 ans que le président russe n'était pas venu à l'ONU. Cette fois, à l'occasion de la 70e Assemblée générale, il est là et bien déterminé à obtenir la formation d'une coalition anti-djihadiste en Syrie. Bonjour Gabriel Galis. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes le président de l'Institut international de recherche pour la paix, le JPRI, à Genève. Alors voilà, Vladimir Poutine, arrêtons-nous un instant sur sa figure. L'an passé, à l'Assemblée générale de l'ONU, il était critiqué de toutes parts. Il était absent, on l'a dit. C'était l'ennemi de tout le monde en pleine crise ukrainienne, l'homme à ne pas fréquenter. Puis aujourd'hui, c'est celui qui pourrait devenir leader d'une nouvelle coalition internationale en Syrie contre le groupe État islamique. Comment expliquer un tel revirement ? Oui, quand vous dites c'était l'ennemi, on l'avait peint sur la muraille en gros méchant ours. Il a été désigné comme ennemi, on s'est donné un certain mal. C'est ce que je disais, on le désignait comme tel. Et l'ours, c'est vrai que c'est un terme qui avait été employé, l'ours. Oui. Et puis comme c'est l'emblème de la Russie, entre autres choses, en dehors de l'aigle à deux têtes. Non, moi je crois qu'il faut éviter de se concentrer sur les personnes, que ce soit Poutine, Obama ou d'autres. Il faut essayer de comprendre les intérêts stratégiques des États. Et les États, c'est toujours des intérêts stratégiques complexes, mais avec des continuités dans le temps. Et Poutine a deux objectifs actuellement. Il a un premier objectif, c'est de contenir le terrorisme parce qu'il pense qu'effectivement il y a une contagion réelle dans le Caucase et c'est pas du tout des choses qui sont inventées ou possibles. Ce sont des choses qui ont déjà lieu. Et puis deuxièmement, il veut arrêter ce qu'il considère à juste raison quand on regarde les faits comme une extension des forces de l'Occident conduites par les États-Unis. Donc voilà pourquoi il revient au centre du terrain, parce que on a un petit peu joué avec le feu en instrumentalisant des groupes incontrôlables, des groupes terroristes dont on sait qu'ils sont financés par les pétromonarchies et qui ont rendu service à l'Occident pendant un certain temps. Seulement maintenant, le génie est sorti de la bouteille et on n'arrive plus à le faire rentrer dedans. Et ça a pris des proportions telles que ça se passe jusque dans nos villes. Donc maintenant on a peur et maintenant on ne sait plus comment les arrêter. Donc il y a un renversement tactique qui est compréhensible et qui fait que même les pays qui faisaient du départ d'Assad une condition sine qua non, maintenant ont repoussé ce départ à plus tard. Alors, ne nous arrêtons pas que sur les personnes. Vous avez raison, Gabriel Galis. Cela dit, les personnes représentent l'intérêt des États. Alors, disons, la Russie plutôt que M. Poutine. Est-ce que la Russie est désormais la clé pour ce conflit au Moyen-Orient et pour ce conflit en Syrie? En tout cas, l'État incontournable. Moi, je dirais que c'est une clé. C'est une clé majeure dans le dispositif, mais une autre clé, je crois que c'est la sagesse relative de l'administration Obama. Et notez bien que je dis l'administration Obama. Et vous ne parlez pas de la personne du président? Non, je ne parle pas de la personne du président pour la même raison. J'ai du respect pour lui, mais je pense que les décisions se prennent par des États, des administrations, des machines d'État. Et il faut savoir qu'il y a en fait au moins deux camps aux États-Unis, et on le voit très bien avec ce qui s'est passé sur l'Iran, sur Cuba. Il y a ce que Benjamin Barber appelle les chouettes, c'est-à-dire les prédateurs subtils qui sont capables par opposition aux faucons, c'est ça? Par opposition aux faucons. Les chouettes sont capables de voler au crépuscule et elles sont capables de distinguer dans le gris, alors que les faucons, il leur faut du noir et blanc pour que ce soit parlant. Enfin, donc, les chouettes sont quand même tueuses. Les chouettes sont tueuses. Les chouettes ne sont pas des colombes. Je ne confonds pas une chouette et une colombe, mais je trouve juste que c'est juste un peu plus subtil. Et dans l'administration Obama, il faut savoir qu'il y a encore des républicains pour essayer de saboter tout ce qui est rapprochement, aussi bien avec Cuba qu'avec l'Iran. Et puis, même Genève 1, on a appris qu'avait été saboté par un certain nombre de généraux que Obama avait dû un peu mettre à l'écart. Donc, la clé nouvelle quand même dans ce processus, en dehors de l'État russe et en dehors de le fait que comme président de la Russie, le président Poutine préside le Conseil de sécurité, il ne faut pas oublier ce détail, pendant le mois de septembre. C'est à ce titre-là qu'il a une fenêtre de tir. Mais l'autre circonstance favorable, c'est que l'administration Obama a permis un rapprochement avec l'Iran.
et que sans rapprochement avec l'Iran, il n'y aura pas de solution en Syrie. Voilà les deux facteurs qui sont positifs. Je dirais ce sont les éléments raisonnables qu'on peut repérer et puis le fait que la Russie puisse avoir une fenêtre de tir pour faire avancer ses positions. Oui, ce rapprochement avec l'Iran, allié objectif ou subjectif d'Assad, alors que les États-Unis voulaient le départ d'Assad. Maintenant, est-ce que cette alliance avec l'Iran, qui date de ce printemps, puis de cet été, confirmée cet été, va faire en sorte qu'on se dirige vers une sorte de politique de réalité ou de réal politique? Assad va rester en place, en tout cas pour une transition. On ne va plus commettre les mêmes erreurs, entre guillemets. Et je vous pose la question, ce n'est pas une affirmation, qu'en 2003 avec l'Irak, qu'en 2011 avec la Libye. Est-ce que l'Occident, pour utiliser ce terme, Gabriel Gallis, a tiré les leçons de ce que beaucoup de l'autre monde considèrent comme un échec? Autrement dit, on laisse Assad en place, on ne fait pas la même chose qu'avec l'Irak? Écoutez, les gens raisonnables comme le Parlement britannique qui a retenu le Premier ministre Cameron d'aller faire des frappes en Syrie ou l'administration Obama, oui, on peut miser sur des personnes comme ça et sur des forces comme ça. Mais ça ne résoudra pas tout parce qu'il y a deux autres questions à résoudre. Il y a le fait que le rapprochement avec l'Iran a chagriné, pour ne pas dire plus, l'Arabie Saoudite. Et ça, il va falloir que soit géré avec un peu de finesse l'équilibre régional, puisqu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas une question de chiites et de sunnites, ça c'est pour amuser la galerie. En réalité ce sont des forces régionales qui s'affrontent et il va falloir, comme pendant un certain temps nous avons mal géré l'équilibre Iran-Irak, maintenant gérer l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et puis il faut aussi que on arrive à résoudre la question militaire ou policière de ces groupes terroristes, parce que même si les États arrivent à se mettre autour d'une table, parce qu'avec les États, on peut toujours parler raison d'État, et donc un peu raison, il y a quand même des groupes terroristes avec lesquels la raison est hors de propos. Il y a du fanatisme intégral, et là, ça va être plus compliqué. J'entends dire par des spécialistes, y compris russes, que c'est une affaire qui peut être résolue rapidement si tout le monde s'y met. Je ne suis pas sûr d'être aussi optimiste qu'eux. On en parle de Vladimir Poutine dans la presse romande. Gabriel Gallis, 24 heures et la Tribune notamment, nous interpelle. Le coup de force, c'est ainsi qu'ils en parlent, le coup de force de M. Poutine va-t-il se transformer en coup de maître? Le président russe joue très gros aujourd'hui à New York, lui mais aussi les Occidentaux, parce que c'est bien l'issue de la crise syrienne qui va se négocier dans les couloirs de l'ONU. Avec cet enjeu en filigrane, les chances de paix sont suspendues au choix de Barack Obama et de Vladimir Poutine, le choix de renouer ou non avec le confort d'un monde bipolaire. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais la Russie déploie depuis plusieurs jours des forces militaires en Syrie. On a envie de vous demander, Gabriel Gallis, à quoi joue la Russie en l'occurrence, alors qu'on se dit que M. Poutine, ou plutôt que la Russie, est une des clés. Est-ce que M. Poutine veut mettre les États-Unis devant le fait accompli? À quoi joue-t-elle? Si vous permettez une petite nuance, ce n'est pas la Russie seule, c'est l'Organisation du traité de sécurité collective qui réunit la Russie et 5 pays, qui a été une réponse en quelque sorte à l'extension de l'OTAN. Alors la Russie conduit effectivement cette coalition de 5 pays. Elle a envoyé des chars à quel endroit? Auprès de l'aéroport de Latakia. Et Latakia, c'est là où se trouve le fief du clan Assad, mais c'est aussi à proximité de la base navale, qui n'est pas tout à fait une base navale, c'est une base d'appui technique, disent les spécialistes, de la Russie. Et il ne faut pas oublier ce détail, c'est que la Russie a maintenant un seul point d'ancrage en Méditerranée, c'est sur la côte syrienne. Donc il a posé des chars là parce qu'il tient le raisonnement que les frappes aériennes n'ont pas résolu le problème. Les nombreuses frappes aériennes auxquelles les Français maintenant viennent se joindre pour la Syrie, alors qu'ils le faisaient déjà sur l'Irak, ne semblent pas suffisants. Donc voilà pourquoi, en quelque sorte, il joue deux choses à la fois. Il joue une présence militaire qui a des objectifs militaires, avec des conseillers en plus, pas simplement des armes, et puis en même temps, c'est clairement une façon de forcer les chances du jeu diplomatique. Oui, l'article parlait de monde bipolaire, le choix de renouer ou non avec le confort d'un monde bipolaire, Est-Ouest, etc. Est-ce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit? Je crois que nous ne serons plus dans un monde bipolaire. Le monde est actuellement dominé par
principale puissance qui consacre quand même plus de la moitié du budget mondial d'armement à sa propre défense, ce sont les États-Unis d'Amérique. Maintenant, il n'est plus question que ce soit un monde bipolaire et certainement pas avec la Russie. L'autre grande puissance de demain, c'est probablement la Chine. Mais autour de ça, il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'Inde, il y a le Brésil. Donc, nous sommes en train... On avait parlé à une certaine période, après la guerre froide, d'un monde uni multipolaire. C'est pour désigner un peu cette ambiguïté. C'est-à-dire, il y a quand même un leadership qui s'affirme comme tel, et puis il y a quand même beaucoup de contestations autour. Et je crois qu'il appartient aux Occidentaux de prendre acte de ce monde multipolaire et de s'y plier en portant leur marque, mais en essayant de ne pas avoir le monopole, parce que ça n'est plus possible et ça provoque des réactions de rejet qui nous retombent dessus en quelque sorte. Vous disiez il y a quelques minutes, Gabriel Gallis, ne nous intéressons pas aux seules personnes, ni M. Poutine, ni M. Obama. Reste que chaque président, et a fortiori chaque président américain veut laisser sa trace dans l'histoire. Les deux vont se rencontrer cet après-midi, il ne s'était pas vu depuis 2 ans. M. Obama va-t-il laisser cette place-là dans l'histoire pour M. Poutine? Il faut aussi voir les choses comme ça, non? On peut aussi voir les choses comme ça. Je n'exclus pas le rôle des individus. Je dis juste qu'il faut les mettre à leur place. Rien qu'à leur place et tout à leur place. Donc, je pense que le président Obama, maintenant, a montré qu'il avait les coudées franches parce qu'il n'a plus rien à perdre. Donc, il a fait un certain nombre de... Il n'a pas besoin d'être réélu. Oui, c'est ça. Oui, il n'a plus besoin d'être réélu. Il a fait un coup de force technique pour que les républicains n'empêchent pas l'accord avec l'Iran. Ça s'est passé difficilement, mais il semble qu'il s'en soit très bien débrouillé. Donc, maintenant, il a de quoi peut-être mériter après coup son prix Nobel de la paix. On va voir s'il le méritera après coup, parce que quand on lui a donné, il n'avait pas fait grand-chose. Oui, au fond, oui, c'est vrai que ça avait fait un beau débat. On lui avait donné tout de suite à Barack Obama, à peine élu. Au fond, ce conflit syrien n'a de syrien que le nom. Il s'agit d'une sorte de nouvelle guerre froide, nouveau champ d'affrontement entre États occidentaux et régionaux. C'est pas une guerre syrienne, c'est une guerre en Syrie, mais c'est pas un conflit syrien, Gabriel Gallis. Arrêtons-nous sur les mots. Oui, ben c'est ce que les spécialistes appellent une guerre par procuration, c'est-à-dire que les enjeux extérieurs sont plus importants que les enjeux intérieurs. Alors, les enjeux extérieurs, c'est d'une part les grandes puissances mondiales et ce sont d'autre part les puissances régionales, parmi lesquelles, ne l'oublions pas, la Turquie, qui était très d'actualité il y a encore quelques semaines et que de nouveau, on a un petit peu perdu de vue. Oui, qui joue un conflit à double détente avec les Kurdes et avec le groupe État islamique. Tiens, en parlant de Daesh et du groupe État islamique, est-ce qu'il faut parler avec le groupe État islamique maintenant ? Écoutez, ça dépend qui on doit parler. Je pense que le principe de la diplomatie, c'est de parler avec les belligérants. La question s'était posée il y a quelque temps pour savoir si le CICR devait parler. Bon, le CICR, par définition, il doit parler encore avec plus de personnes, ne serait-ce que pour protéger. Le CICR parle avec tout le monde, dit-il. Absolument, ne serait-ce que pour protéger les prisonniers. C'est dans sa mission. Mais les États, ils parlent directement ou indirectement. Vous savez, dans ces affaires-là, quand on dit qu'on parle pas, il y a toujours des intermédiaires qui font passer les messages. Donc, il ne m'appartient pas de me substituer aux diplomates. Je pense que quand on aura réussi à mettre les grands États concernés régionalement et mondialement autour de la table, il y aura bien quelques-uns pour passer les messages et éventuellement donner des moyens militaires à leurs arguments. Oui, alors il y a les moyens militaires pour essayer de contrer le groupe État islamique, il y a les moyens financiers soutenus, on le sait, on le dit, par des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut faire pression là, sur la source de financement de Daesh? Est-ce que les Russes ou les Américains ou d'autres ont les moyens de faire pression pour que ces sources de financement se tarissent? Oui, on a des moyens pour faire pression, mais je crois que la principale pression, c'est le constat fait par ces États que maintenant, les forces qu'ils ont nourries, je pense aux pétromonarchies, les forces qu'elles ont nourries se retournent contre eux. Maintenant, l'Arabie Saoudite met des dunes pour mettre une frontière parce qu'elle a peur d'un certain nombre de djihadistes. Donc le meilleur argument, c'est la peur, c'est pas les pressions extérieures, ça sera le fait que ça se retourne contre eux et que c'est peut-être un vrai danger. L'ONU, toujours avec vous Dominique Chauffat, les États membres de l'ONU se sont dotés d'un programme commun, très ambitieux, mais cette initiative est critiquée dans le journal Le Temps pour son manque de réalisme. 17 objectifs, 169 cibles à atteindre dans des domaines économiques, sociaux et environnementaux. Jamais l'humanité n'est allée aussi loin pour tenter de changer le monde. Mais les critiques sont déjà là, des problèmes essentiels comme le développement rural par exemple ont été négligés. Ces objectifs sont aussi accusés de s'attaquer aux symptômes plus qu'aux racines de la pauvreté.
pauvreté. Et puis enfin, ces nouveaux buts à atteindre sont beaucoup plus nombreux que les anciens, ce qui risque d'entraîner une dilution de leur impact et une dilution de la responsabilité des États. Un plan trop ambitieux donc pour changer la donne, de l'avis de l'éditorialiste du Temps. Gabriel Galis, vous êtes socio-économiste de formation, donc vous êtes d'autant plus légitimé à vous exprimer sur ces objectifs de l'ONU. Est-ce que vous êtes optimiste plus peut-être sur ces nouveaux objectifs que sur les anciens? Je me souviens de vous en avoir entendu parler. Optimiste? Non, je ne suis pas très optimiste. Souvenez-vous que ce plan de l'après 2015 fait suite au projet de lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, c'est quand même pas une très grande réussite, même s'il y a toujours des experts pour nous montrer que ça a marché. Mais en réalité, la lutte contre la pauvreté, c'était une façon de renoncer discrètement au droit au développement, qui est beaucoup plus ambitieux. Parce que le droit au développement, ça intègre tout le monde. Donc déjà, on avait des objectifs minimalistes, on ne les a pas atteints, et à mon avis, il faudrait que l'ONU ait la main sur l'OMC. L'une des contradictions de cette organisation, des organisations internationales qui s'occupent de la paix et du développement, je dis paix et développement parce qu'il n'y a pas de paix sans développement et pas de développement sans paix. C'est en ce sens-là que la question que nous discutons maintenant est liée à la question précédente. Eh bien, cette question du développement, ça passera par une mise un petit peu sous contrôle de l'OMC qui devrait faire partie des Nations Unies et qui n'en fait pas partie, qui est en marge. La Suisse, on l'a évoqué très brièvement, la Suisse qui veut jouer un rôle de médiateur dans le conflit syrien. Est-ce qu'elle en a vraiment les moyens? Est-ce qu'elle va vraiment être un acteur clé de la médiation de paix, comme le souhaite M. Burkhalter, qu'on entendait encore il y a quelques jours? Moi, je le pense, et je pense que les succès qu'elle a engrangés en Ukraine, l'estime dont elle a joui auprès des protagonistes, la met en situation de jouer un rôle. Et c'est peut-être la troisième clé, en dehors des deux autres qu'on a évoquées tout à l'heure, pour une réussite de ce plan de paix en Syrie. Est-ce que vous croyez à la tenue d'un Genève 3 ? Je pense qu'il y a plus de conditions maintenant, comme nous l'avons dit, pour que ça marche. Mais je n'exclus pas qu'il y ait des tentatives de sabotage des faucons. Américains en tête ou d'autres? Non, je pense à tous les faucons. Vous savez, je ne voudrais pas faire de la polémique, mais dans le rapprochement avec l'Iran, on a vu un pays qui était plus faucon que les Américains eux-mêmes. Donc, ce n'est pas seulement les Américains. Ils sont les plus puissants, ils ne sont pas les plus méchants. Il faut bien comprendre ça. Les Américains ne sont pas plus méchants que les autres. Et la machine d'État américaine, elle n'est pas méchante par définition. C'est une machine qui est simplement beaucoup plus puissante que les autres et qui a l'habitude de fonctionner. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours des possibilités. Et ce sont toujours les mauvais joueurs qui font perdre la partie, qui cassent le jeu. Donc les choses pourraient aller beaucoup mieux, mais je n'exclus pas qu'il y ait beaucoup de difficultés de sabotage. Cela dit, s'il y a une très grande volonté politique, eh bien ça passera comme c'est passé sur l'Iran, malgré les résistances des petits ou des grands faucons. Oui, vous avez parlé des méchants. C'est vrai qu'on nous présente souvent, et les médias en tête, un monde où il y a des gentils et des méchants, où les méchants changent d'ailleurs. C'est plus comme ça. Hein. Il n'y a pas de méchants et pas de gentils, ou si, encore? Non, mais il n'y en a jamais eu. Regardez Saddam, il était gentil quand il tapait sur les ayatollahs. On l'a tous armé, Saddam. Il a fourni des produits chimiques, des avions, des financements, et puis tout à coup, il est rentré dans l'axe du mal. Bon, Bachar al-Assad, méchant ou gentil? Ni l'un ni l'autre, mais je veux continuer ma liste. Kadhafi, vous vous souvenez que Kadhafi, il avait planté sa tente à quelques kilomètres de l'Élysée, ou centaines de mètres. Donc tout à coup, il est devenu méchant. Donc c'est de la plaisanterie. On amuse la galerie pour dire les choses communément, et c'est donc pas du tout sur ce sujet que se jouent les choses. C'est les intérêts des États et puis les intérêts les chapeaux qu'on fait porter. Les Américains avaient une bonne expression. Hein. Un président américain avait dit à propos d'un dictateur, he's a bastard, but he's our bastard. Hein. C'est un salaud, mais c'est le nôtre. C'est notre salopard, oui. Oui, bon, voilà. Ouais. Donc, je crois qu'il faut être pratique, et c'est pas que les Américains qui font ce jeu-là. Les autres, ils le font. On pourrait trouver beaucoup de dictatures qu'on a protégées, qu'on a soutenues, et les pétromonarchies sont pas des modèles de démocratie. On va replonger maintenant avec Maurice Doucas dans la presse alémanique qui nous parle aujourd'hui d'un centre de requérants d'asile dans un quartier résidentiel en Suisse. Le Blick nous propose ce matin un reportage à Heilstätten dans le canton de Saint-Gall. Il s'agit d'un centre qui ressemble depuis l'extérieur à un immeuble extrêmement conventionnel, comme on en a des quantités en Suisse, des immeubles construits dans les années 70. Dans ce quartier, de nombreux enfants jouent durant la journée et des patrouilles de Securitas font des tournées d'inspection. Et dans le centre, il y a de nombreuses familles avec enfants ou des hommes seuls
celles qui viennent essentiellement de Syrie ou d'Afghanistan. Sous le titre « Depuis que les Syriens sont là, l'atmosphère s'est détendue ». Et les avis recueillis sont plutôt positifs. Il y a ce brocanteur qui explique que personne ne se plaint et que les gens ne sont absolument pas agressifs. Il y a cette jeune fille qui nous dit qu'elle a reçu de nombreuses offres spontanées de mariage. Et puis enfin, le témoignage de cette famille qui nous raconte qu'elle a été cambriolée il y a une année par un requérant d'asile. Mais cette mère de famille continue malgré tout de donner des jouets au centre de requérants. Bon, on évoque la crise des migrants pour justifier une action désormais pressante en Syrie, quelques frappes françaises ce week-end. Et c'est surtout à cause des frappes du régime syrien et de M. Bachar al-Assad que, plus que des frappes de l'État islamique, que les Syriens fuient. C'est un peu une mauvaise excuse, non, Gabriel Gallis? Et on terminera avec ça. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette présentation des choses. Le projet de remodelage du Grand Moyen-Orient date de 2003 et les télégrammes diplomatiques révélés par Wikileaks ces dernières semaines révèlent que depuis 2006, les États-Unis ont décidé de renverser le gouvernement d'Assad, soit 5 années avant les révolutions arabes. Donc il faut que nous soyons très clairs sur ce sujet-là. Et le petit garçon dont on a retrouvé le corps sur une plage venait de Kobané, qui avait été attaqué effectivement par l'État islamique. Donc ne faisons pas tout porter sur Assad, qui a, avec beaucoup de brutalité, répondu à une tentative de déstabilisation et il a réagi de façon plus brutale que ce que pensaient ceux qui voulaient le renverser. La vraie réalité, elle est là, et ceux qui veulent se documenter peuvent aller sur Internet, ils trouveront tout ce qui est attrait au regime change in Syria et ils seront bien édifiés par la chronologie des événements. Merci d'avoir été notre invité, Gabriel Gallis. Vous êtes le président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, le JPRI. Bonne journée. Merci, bonne journée.